Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Parlons écologie. À côté de moi, Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. La thématique d'aujourd'hui, Bruno, est l'écologie et la collaboration. On va explorer la collaboration dans le règne du vivant. Quelle place prend-elle? Et n'y a-t-il pas plus de concurrence que de collaboration? Et qu'est-ce que la nature de ces interactions peut apporter à l'humanité et finalement à sa bonne entente avec la biosphère, avec elle-même? Voilà un petit peu les questions que nous allons tenter d'aborder avec vous aujourd'hui. Oui Sarah, il est important de se poser justement cette question de la collaboration parce que peut-être avons-nous l'idée dans les interactions entre les êtres vivants qu'il y a une prédominance de la concurrence. On le voit déjà nous par rapport par exemple à ce qu'on appelle les mauvaises herbes. C'est une concurrence à l'activité humaine, ça peut être une concurrence à l'activité de production maraîchère par exemple, mais on peut retrouver aussi cette idée de concurrence dans le terme et l'expression la loi de la jungle. Quand on pense à quelque chose de très concurrentiel, un véritable combat pour la survie, eh bien on utilise l'image de la jungle, c'est-à-dire vraiment l'endroit le plus sauvage qui soit. Dans cette jungle, l'image qu'on en a, c'est ça, c'est une sorte de course à la survie, coûte que coûte, et quitte à détruire, à totalement éliminer les êtres vivants qui sont concurrentiels. C'est un petit peu ça. Alors, l'idée de cette émission, c'était d'aller explorer, d'aller voir si c'était vraiment le cas. C'est-à-dire, est-ce que la concurrence fait vraiment partie de 99% des interactions du vivant, ou est-ce que la collaboration existe, et si oui, en quelle proportion est-ce qu'elle existe? Nous allons donc étudier quelques cas très concrets qui sont aussi issus de connaissances assez récentes en microbiologie, par exemple. Et puis, selon le résultat, peut-être aussi que cette présence de l'interaction, de la collaboration et la façon dont elle s'exerce, dont elle se construit, pourrait éventuellement être une source d'inspiration pour nos relations humaines. Déjà notre relation à nous-mêmes, la relation aux autres, et puis finalement le bon fonctionnement, la bonne entente, j'allais dire, au sein des petites sociétés humaines auxquelles déjà nous participons tous, que ce soit des associations, des entreprises, etc. Voilà, tout un champ qui s'offre à nous. Et puis nous finirons aussi cette émission par quelques extraits de Saint Paul qui parlent beaucoup de collaboration. Et ça, c'est intéressant. Nous pourrons avoir un reflet, un miroir, ces textes bibliques sur cette thématique de la collaboration que nous allons d'abord aborder dans le vivant. Bruno, vous pouvez nous citer quelques exemples de collaboration? Alors, dans le vivant, on pourrait prendre l'exemple des mycorhizes. Je ne sais pas si les auditeurs, les auditrices ont déjà entendu ce mot qui est un peu bizarre, mais qui vient en fait de myko, donc du grec, qui veut dire champignon, et rhizo, qui veut dire racine. Donc déjà, le mot en lui-même est une association, une collaboration entre deux mots, et entre deux choses qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Des champignons, donc le règne des champignons, et les racines des plantes. Alors ça peut être les racines de petites plantes, ou jusqu'aux grands arbres. Eh bien, il y a une découverte qui n'est pas très ancienne, qui est justement qu'il y a des champignons souterrains qui, en surface, vont se nourrir de la lignine, c'est-à-dire les branches des arbres. Il faut imaginer une forêt qui tombe, les vieilles branches avec le vent qui fait tomber ces branches, et on a une sorte de tapis de brindilles et de branches plus grosses au sol. Eh bien, voilà une nourriture inespérée pour ces champignons souterrains qui vont pouvoir digérer en revenant donc à la surface. Donc ils ont un peu la tête à l'envers par rapport à nous. Ils viennent à la surface pour enrober ces branches, et souvent on voit dans la forêt, sur le bois au sol, le bois mort notamment, des filaments blancs qui font un peu comme sur le camembert, quelque chose d'un peu duveteux, de très doux, de très blanc. Eh bien voilà, ça c'est le signe de la présence des champignons souterrains et de cette fameuse association entre eux, qui colonisent donc le sous-sol, et les plantes, et notamment les grands arbres de la forêt. Alors que font ces champignons? Eh bien, ils viennent se nourrir
des branches, de la cellulose et surtout de la lignine en surface, et ils vont venir en sous-sol pour enrober toutes les petites racines. On appelle ça les radicelles, vous savez, les racines microscopiques qui ont des petits poils qui leur permettent de capter les éléments nutritifs. Eh bien, ils vont, comme un gant sur une main, enrober ces petites radicelles sur des surfaces énormes, c'est-à-dire sur quasiment l'ensemble de la surface des racines d'un arbre ou d'une plante. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rester là uniquement collés aux racines, ils vont coloniser un volume de terre bien plus important que ce que l'arbre peut coloniser avec ses racines. Et donc, on va avoir ici un échange, puisque là, on a une association qui est une collaboration bénéfique, donnant-donnant. Elle est mutualisée. Et donc, d'une part, le champignon qui, lui, ne peut pas faire de photosynthèse. Il n'a pas de feuilles, il ne peut pas capter les rayons du soleil pour produire du sucre en absorbant le CO2 de l'atmosphère. Ça, vraiment, c'est la capacité première des végétaux chlorophylliens. Et bien donc, il va pouvoir bénéficier de la part de la plante des sucres, c'est-à-dire que l'arbre va lui donner une certaine quantité de sucre élaboré qui va devenir sa nourriture. Et puis ce champignon, si on repense au fait qu'il explore des surfaces et des volumes énormes de terre auxquels l'arbre ou la plante n'a pas accès, eh bien il va pouvoir aller par exemple capter de l'eau à un endroit où l'arbre ne peut pas aller. Et donc cette eau, par son réseau de canaux mycéliens, donc ce champignon qui est un peu comme une pieuvre souterraine, si on pouvait avoir une image, va faire cheminer cette eau jusqu'aux radicelles de l'arbre ou de la plante pour véritablement l'abreuver. Donc on a en fait une collaboration multiservice, donnant-donnant, les sucres qui sont donnés aux champignons, le champignon qui abreuve l'arbre, mais ce n'est pas tout. Le champignon aussi peut aller chercher des éléments nutritifs, des minéraux notamment, mais aussi des molécules organiques pour les amener, comme pour alimenter le végétal, par des canaux, comme nos autoroutes alimentent nos supermarchés, avec des camions qui transportent de la nourriture. C'est un peu l'image qu'on pourrait avoir. Du coup, Bruno, si je comprends bien, chaque plante est unie à un grand champignon souterrain? Alors, c'est pas exactement ça. Déjà, des champignons, il y en a plusieurs. Ils sont tous connectés à des plantes. Ils sont tous interconnectés éventuellement déjà entre eux. Et on a ainsi l'apparition non pas d'un champignon par plante, mais d'un véritable réseau Internet souterrain qui connecte toutes les plantes à travers leur réseau racinaire. Bruno, vous pouvez nous citer un exemple d'échange entre deux plantes par le biais de ce réseau? Oui, alors, il y en a plusieurs. On va prendre l'exemple du sapin, puis des bouleaux. Vous savez, le sapin, lui, qui va pouvoir faire sa photosynthèse, même pendant l'hiver, à l'automne, et puis même au printemps, alors que le bouleau, lui, va devoir faire sortir ses feuilles. Et donc, il va y avoir toute une période au printemps, au début du printemps, et puis à l'automne, une fois qu'il aura perdu ses feuilles, où quelque part, il n'a plus cette capacité de produire sa propre nourriture par la photosynthèse. Et donc, des chercheurs se sont aperçus que des douglas étaient connectés à des bouleaux et qu'au moment où il n'y avait plus de feuilles sur les bouleaux, le douglas qui lui continuait à produire des sucres par la photosynthèse à travers ses aiguilles, il se mettait ce sapin à nourrir littéralement, à pallier au manque d'alimentation du bouleau en lui apportant un surplus de ces éléments nutritifs au travers de ce réseau souterrain de mycorhizes. Et inversement, quand le bouleau avait sorti ses feuilles à la fin du printemps, en plein été, et qu'il était à plein de capacité de production de sève et donc de sucre par la photosynthèse, eh bien c'est à son tour le bouleau qui alimentait les sapins qui, eux, étaient en production plus minimale.
Donc on a vraiment une sorte de vase communicant. Et dans ce réseau, les concentrations d'éléments nutritifs se régulent aussi par un procédé naturel qu'on appelle l'osmose, c'est-à-dire que les nutriments présents dans les milieux les plus concentrés, donc les plus riches, vont aller vers les milieux dont les nutriments sont en moindre quantité, donc la concentration est plus pauvre, et il y a une sorte d'équilibrage naturel qui a lieu, qui permet finalement un partage des biens en surplus chez les uns qui vont aller chez les autres. Alors ça, c'est une belle image qu'on pourrait déjà noter et reprendre pour notre humanité et notre façon d'imaginer et de percevoir la relation aussi aux autres par ce partage des biens, du bien commun, des biens que certains peuvent avoir à un moment donné en surplus et d'autres en manque. Donc c'est une jolie image d'équilibre, je trouve. Bruno, quand on se balade dans les forêts, on peut apercevoir des arbres qui sont très vieux et je me demande, est-ce que ces arbres pompent beaucoup d'énergie en fait dans l'environnement ou sinon quelle est l'utilité? Alors certains chercheurs, ils ont appelé les arbres mères, c'est vrai, des arbres très vieux qui commencent à être attaqués un peu par les maladies fongiques, ils ont le tronc creux, voilà, on voit qu'il y a vraiment, là on arrive un peu au bout. Ils se sont aperçus que finalement ils avaient un rôle fondamental pour abreuver et nourrir les toutes petites plantules et les petits arbres issus de graines. Pourquoi ? Parce que ces petits arbres qui sont en bas sont privés de lumière. Donc comment faire pour faire la photosynthèse quand vous avez une forêt au-dessus qui obture totalement, qui cache complètement le soleil et la lumière, il ne faut pas oublier que la lumière c'est vraiment l'élément vital numéro 1 de la plante. C'est sa nourriture principale. Et donc ces petites plantes finalement sont prises en adoption, on pourrait dire quelque part, c'est-à-dire que les vieux arbres, et notamment ceux justement qui arrivent un peu au bout de leur cycle, vont par le réseau mycélien nourrir ces petites plantes de façon à ce qu'elles puissent croître et prendre de la hauteur et arriver à être autonomes ensuite en accédant progressivement à la source de lumière en faisant son chemin parmi les grands frères et les grandes sœurs, si j'ose m'exprimer ainsi, de la forêt. Donc voilà un bel exemple aussi d'utilité centrale des individus les plus âgés, mais qui ont quand même encore assez de ressources pour léguer quelque part leur place en prenant soin des plus jeunes. Voilà une deuxième belle image de laquelle on pourrait s'inspirer en tout cas dans nos relations humaines et de la place des aînés dans nos sociétés qui sont une valeur, une richesse centrale et notamment vis-à-vis des plus jeunes. Et ça c'est vraiment très beau à observer et à méditer surtout. Et Bruno, en agriculture, comment on peut mettre en œuvre ou favoriser ce type de collaboration bénéfique ? Il y a plusieurs façons de le faire. Et l'une d'elles, c'est justement ce qu'on appelle les associations bénéfiques, c'est-à-dire que des agriculteurs ou des jardiniers aussi du dimanche se sont aperçus avec la pratique que certains légumes poussaient mieux à côté de certains autres légumes. Donc on a appelé ça les associations favorables. Par exemple, l'oignon et les carottes. Alors l'oignon repousse la mouche des carottes par exemple. La courge et le haricot. Les navets avec les betteraves. Et donc ça c'est intéressant. Et puis on s'est aussi aperçu qu'il y avait des associations qui marchaient pas bien. Donc les jardiniers qui cherchent à utiliser des techniques naturelles, sans produits chimiques, sans engrais chimiques, sont en général assez soucieux du respect des associations. Quand ils le peuvent, ils les mettent en œuvre. Et puis ils évitent les ennemis, par exemple la tomate avec les choux, on voit que à la pratique on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est très complexe en fait. C'est aussi, on a parlé des champignons souterrains, mais c'est également des questions d'échange de molécules au niveau de l'air. Il y a des molécules qui émanent des feuilles, qui sont produites par les plantes et également qui sont envoyées dans les racines et vers les autres, vers les concurrents, s'ils sont perçus par la plante comme un concurrent, à travers ce réseau mycélien. C'est-à-dire que ça peut aussi être une arme de défense
stratégiques pour les plantes qui vont pouvoir amoindrir les capacités de telle ou telle autre plante ou causer des problématiques diverses biochimiques en général. Après, on peut aussi noter une autre forme de collaboration, c'est l'alternance. Vous savez, sur une planche, comme on dit, dans un jardin, on ne va pas mettre systématiquement le même légume d'année en année. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des parasites qui vont s'installer, qui vont être pathogènes pour ce légume-là. Donc il va y avoir une sorte d'intelligence de l'alternance. Et donc ça, c'est quelque part une forme aussi de collaboration qui est organisée par l'homme, bien entendu, mais une forme de collaboration à long terme parce que le sol est occupé par une série de plantes successives. On appelle ça les rotations aussi en grande culture. Avant, on faisait des rotations triennales, donc on avait des cycles de 3 ans. Et on va intégrer dans ces rotations aussi ce qu'on appelle les plantes légumineuses. Alors la plante légumineuse, est-ce que vous en connaissez au potager des plantes légumineuses ? Pas vraiment. Eh bien, par exemple, le pois, le haricot ou la fève. Alors les plantes légumineuses en général sont des plantes qui sont riches en protéines, vous savez, ce qui nous permet de consommer moins de viande, des protéines végétales. Pois chiche aussi, par exemple, est une plante légumineuse. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles font une association, ces plantes aussi, mais avec des bactéries qui vivent sur leurs racines. Et ces bactéries, elles font une chose que les plantes ne savent pas faire, c'est qu'elles captent l'azote qui est dans l'air, qui est gazeux, et elles le minéralisent. La plante, elle ne sait pas se nourrir de l'azote qui est dans l'air. Pourtant, elle a besoin d'énormément d'azote. Eh bien, en fait, elle a besoin d'azote minéral. Et ça, elle ne peut pas minéraliser toute seule cet azote. Donc, il y a une collaboration entre certaines plantes qu'on appelle les légumineuses. Il peut y avoir aussi des arbres légumineuses. Et puis, des bactéries qui vont synthétiser, comme dans de petites usines chimiques, finalement, dans des petits nodules, des petites boules qui sont sur les racines. Ces bactéries vont synthétiser l'azote de l'air pour le donner en partie à la plante et en partie aux plantes voisines. Donc on peut associer des plantes légumineuses, alors soit en rotation, une culture de fèves, et puis après on va faire une culture d'autres choses, par exemple des tomates ou des pommes de terre. Ou bien alors sur une ligne, on va associer une plante légumineuse avec une plante non légumineuse, et l'une va donner l'engrais à l'autre. Voilà une autre forme d'association qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en copiant, en observant la nature, on en déduit des techniques efficaces qui permettent d'avoir des rendements importants sans usage d'engrais chimiques ou de pesticides. Bruno, dans les jardins de la Vallée Verte, dans le lieu éco-vert, le lieu où vous habitez, j'ai remarqué qu'il y a le potager et il y a des arbres. Est-ce que cela provoque un échange aussi ? Alors oui, ça fait partie d'un écosystème, on va dire, donc d'un équilibre global. C'est vrai qu'on a un jardin dans un verger avec des arbres qui ne sont pas trop serrés parce qu'il y a aussi la question de la concurrence. Là, on n'a parlé que de collaboration, mais effectivement, si le verger, les plants potagers sont totalement à l'ombre, on aura peu de production parce que ça va manquer de capacité de photosynthèse. Donc il y a un écartement, il y a des arbres d'une certaine stature aussi à respecter. Quand on respecte cet équilibre, eh bien, il faut imaginer que le compost, par exemple, que l'on met sur les plants potagers, et qui va être parfois, les éléments nutritifs peuvent être un peu emportés par l'eau de pluie ou l'eau d'irrigation, eh bien, nos plants potagers qui occupent la première strate supérieure du sol, on va dire les 40-50 premiers centimètres de sol, vont plus pouvoir récupérer ces éléments nutritifs. Par contre, les arbres fruitiers qui sont plantés de part et d'autre ont un réseau racinaire beaucoup plus profond qui va pouvoir récupérer les éléments nutritifs qui auraient été perdus de toute façon par les plants potagers. De même pour l'arrosage. L'arrosage qui est peut-être apporté un peu en excès sur le potager, eh bien en fait, les arbres fruitiers vont pouvoir aussi bénéficier de cet arrosage. Au final, ces arbres, on s'en occupe quasiment jamais. Ils ont juste une petite taille d'hiver, sans plus. Mais par contre, ils produisent énormément. Et puis, un dernier point, c'est que ces arbres et puis tous les petits arbustes qu'on va mettre autour pour créer des haies vont participer à l'équilibre biologique au niveau des insectes et vont permettre en fait d'accueillir des insectes dits auxiliaires, c'est-à-dire ces insectes qui vont
équilibrer les populations et qui vont permettre, au moment où il va y avoir une attaque, par exemple, de pucerons sur les fèves, de venir dans les quelques heures ou dans les quelques jours qui suivent l'attaque, réguler les populations, c'est-à-dire on va avoir des petits coléoptères qui vont débarquer en nombre astronomique pour manger tous ces pucerons qui tendent à s'installer aussi sur les fruitiers. Donc c'est un grand macrocosme biologique autorégulé parce qu'il y a une énorme diversité biologique et donc on a de moins en moins besoin d'agir par des actions choc ou par l'usage de produits chimiques. Et Bruno, en ce qui concerne l'humanité, toute cette discussion autour de la réciprocité, de la collaboration dans le système des vivants, ça me fait penser à la première lettre aux Corinthiens. Oui, donc de Saint Paul, oui. De Saint Paul, tout à fait. Est-ce que peut-être ça peut être utile de lire? Oui, nous pouvons l'entendre, oui. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Là, on voit vraiment la complémentarité des membres du corps, avec l'image, bien sûr, du corps, qui est une image forte, puisqu'on a tous un corps, donc on sait de quoi on parle. Peut-être plus difficile quand on parle des champignons souterrains. Mais en tout cas, c'est une image qu'on peut retrouver là dans les exemples, nous, qu'on a évoqués, sur l'organisation globalement du vivant. Et donc, ça nous ramène à ce principe que finalement, Dieu crée des créatures qui sont toutes complémentaires les unes des autres, mais chacune a sa vocation, chacune a sa mission pour qu'ensemble, elles constituent une unité. D'une unité biologique, par exemple, d'un écosystème, ou de l'unité biologique de même la biosphère, avec des grands équilibres au niveau mondial, au niveau de l'ensemble de la biosphère. Et donc cette unité, elle a lieu à la fois du niveau microscopique au niveau macroscopique. Et on participe, l'humanité est appelée à participer pleinement à cette unité en comprenant justement que chaque élément a sa place. Merci Bruno. Et on va se revoir, on va plutôt s'entendre le mois prochain. Merci Sarah, à la prochaine.